Choisis comment tu paies ou sors. A hurlé mon demi-frère alors que j'étais assise dans le cabinet du gynécologue, les points de suture encore frais. J'ai dit non. Il m'a giflé si fort que j'ai heurté le sol. Douleur dans les côtes. Il a ricané, tu crois que tu es trop bien pour ça. La police est arrivée horrifiée. Je m'appelle Olivia Underwood. J'ai 32 ans. J'étais dans le cabinet de mon gynécologue, un endroit censé être sûr. Mais mon demi-frère, Will, en avait fait une scène de crime. Il se tenait au-dessus de moi, la poitrine haletante, le visage déformé bas une expression laide et rouge. Il pointa un doigt tremblant droit vers mon visage. « Tu as intérêt à commencer à m'écouter » a-t-il hurlé. Sa voix résonnait sur les murs blancs et propres. « Signe ces papiers maintenant. » La pièce était devenue d'un silence de mort. Les autres patientes, des femmes qui attendaient des examens, certaines tenant leur ventre de femme enceinte, nous regardaient avec une pure horreur. Une infirmière derrière le bureau d'accueil criait déjà dans un téléphone, ses mains tremblant alors qu'elle appelait le 911. Eh bien, il s'en fichait d'elle. Il se fichait que je sois blessé. Il ne se souciait que des faux papiers de succession qu'il m'avait jetés. Il voulait voler tout ce que mon père m'avait laissé. Et il venait de m'agresser en public pour l'obtenir. J'ai craché du sang sur le sol. Je l'ai regardé à travers mes cheveux en désordre. Il pensait m'avoir brisé. Il pensait que je signerais parce que j'avais peur. Mais alors que j'étais allongé là, humilié et en sang, j'ai réalisé quelque chose. Je n'allais pas signer. Il avait commis une erreur. Ce n'était pas la fin. Ma guerre ne faisait que commencer. Mais avant que je ne vous raconte comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous. Laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Je m'appelle Olivia Underwood. J'ai 32 ans et je vis dans la maison victorienne de mon défunt père, en banlieue. Pour comprendre pourquoi je me trouvais sur ce sol, la bouche en sang, il faut remonter 3 jours en arrière. Il faut comprendre que j'étais déjà brisé avant même que Will ne lève la main sur moi. Tout a commencé avec les funérailles. Mon père, Thomas Underwood, était un homme bon. C'était le genre d'homme qui vous serrait la main en vous regardant dans les yeux. Il avait bâti son entreprise de construction à partir de rien, avec seulement une camionnette et une boîte à outils. Il sentait la sueur de bois et l'amande poivrée. Il était mon pilier. Lorsqu'il est mort d'une crise cardiaque soudaine, mon monde a cessé de tourner. Les funérailles ont eu lieu un mardi. Il pleuvait. C'était comme si le ciel pleurait avec moi, mais je n'avais plus de larmes. Je me sentais juste engourdi. Je me tenais près de la tombe, vêtu d'une robe noire qui me serrait trop le ventre. J'étais enceinte de 14 semaines. Mon mari, enfin, mon ex-mari maintenant, était parti il y a des mois. Nous voulions des choses différentes. Je voulais une famille. Il voulait la liberté. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte après son départ, j'ai décidé de l'élever seul. Papa était si heureux. Il m'avait dit, « Liv, ce bébé sera l'héritier de l'Empire Underwood. Nous l'élèverons bien. » Papa n'a jamais pu rencontrer son petit enfant. Aux funérailles, je me tenais à côté de Véronica, ma belle-mère. Elle était mariée à papa depuis 5 ans. C'était une belle femme, d'une beauté froide et tranchante. Elle portait un voile noir et une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle sanglotait bruyamment, essuyant des yeux secs avec un mouchoir en soie. « Oh, Thomas » gémissait-elle en se penchant contre le cercueil. « Ne me laisse pas », cela ressemblait à une mise en scène. J'ai regardé ses mains. Elle ne tremblait pas. Elle serrait fermement son sac à main, comme si elle avait peur que quelqu'un le lui arrache. Mon demi-frère Will se tenait de l'autre côté. Will était le fils de Véronica issu de son 2e mariage. Il avait 35 ans, soit 3 ans de plus que moi. Il portait un costume trop brillant. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre. Il avait l'air de s'ennuyer. Toutes les quelques minutes, il sortait son téléphone et tapait un message rapide, masquant l'écran de sa main. Je voulais leur hurler dessus. Je voulais leur dire de montrer un peu de respect, mais je ne pouvais pas. J'ai ressenti une violente crampe dans le bas du ventre. J'ai le souffle coupé et j'ai posé une main sur mon estomac. « Ça va, Olivia » a demandé Will. Il n'avait pas l'air inquiet. Il avait l'air agacé. « Ça va » ai-je chuchoté.
Juste une crampe. Mais ce n'était pas juste une crampe. C'était une douleur aiguë et tordante qui me coupait le souffle. J'ai essayé de me concentrer sur les paroles du prêtre, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Mais la douleur a empiré. Elle venait par vagues. Au moment où nous sommes montés dans la limousine pour nous rendre à la réception, je transpirais. J'avais des vertiges. « Pouvons-nous nous arrêter ?» ai-je demandé au chauffeur. Je me sens mal. Véronica a levé les yeux au ciel. Vraiment, Olivia? Aujourd'hui, il ne s'agit pas de toi. Reprends-toi. Je crois que quelque chose ne va pas, ai-je dit. Ma voix tremblait. Puis j'ai senti l'humidité. J'ai regardé le siège de la voiture. Il y avait du sang. La panique m'a serré la poitrine. Arrêtez la voiture, ai-je hurlé. Emmenez-moi à l'hôpital tout de suite. Will a regardé le sang et a plissé le nez. Mon Dieu, Olivia, c'est dégoûtant. Ils m'ont déposé à l'entrée des urgences. Ils ne sont pas entrés. Véronica a dit qu'ils devaient se rendre à la réception pour accueillir les invités. Ils m'ont laissé là, debout sur le trottoir sous la pluie, me tenant le ventre. Les 6 heures suivantes furent un flou de lumière blanche et d'instruments froids. Les médecins étaient gentils, mais leur visage était grave. Ils ont fait une échographie. La pièce était silencieuse. Il n'y avait pas de battement de cœur. J'ai perdu le bébé. Ils ont dû pratiquer une intervention appelée curetage pour tout nettoyer. C'était une urgence. J'étais allongé sur le lit d'hôpital, les yeux fixés sur les dalles du plafond, comptant les petits points. 1, 2, 3. J'avais perdu mon père le vendredi. J'ai perdu mon bébé le mardi. Je me sentais vidé, comme si quelqu'un avait plongé la main en moi et en avait retiré tout ce qui me rendait humaine. Je n'étais qu'une coquille vide et en deuil. Je savais ce que c'était. Je suis resté à l'hôpital pour la nuit. Personne n'est venu me voir. J'ai cherché mon téléphone, mais la batterie était déchargée. J'ai emprunté un chargeur à une infirmière et j'ai vérifié mes messages. Rien de Véronica, rien de Will, juste un SMS générique de l'avocat de papa, Gary, présentant ses condoléances pour les funérailles. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi le lendemain. Je ne suis pas allé à mon appartement. Je ne pouvais pas supporter d'y être seul. Je suis allé chez mon père. C'était une grande et vieille maison victorienne sur la colline. C'était le seul endroit où je le ressentais encore. J'avais une clé. Je suis entré. La maison était silencieuse. La réception était terminée. Les invités étaient partis. Je suis allé dans la cuisine. Il y avait des plateaux de sandwich restants sur le comptoir, qui commençaient à se recroqueviller sur les bords. Des bouteilles de vin vide étaient alignées près de la poubelle. Véronica et Will étaient introuvables. Je suis monté lentement à mon ancienne chambre. J'avais mal. Les points de suture de l'intervention tiraient à chacun de mes mouvements. Mon cœur était lourd, comme une pierre dans ma poitrine. Je me suis allongé sur mon ancien lit simple. Il sentait encore la lessive à la lavande, tout comme quand j'étais enfant. J'ai remonté la couette jusqu'à mon menton et j'ai fermé les yeux. Je voulais juste dormir. Je voulais dormir pendant 1 an. Je me suis endormi d'un sommeil agité, rêvant du rire de papa et des pleurs d'un bébé. Je me suis réveillé au son d'un moteur diesel. C'était bruyant, un vrombissement juste sous ma fenêtre. J'ai scié, confuse. L'horloge sur la table de chevet indiquait 10 heures. J'avais dormi pendant 14 heures. Je me suis assise, grimaçant de douleur à l'abdomen. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Il y avait un énorme camion de déménagement garé dans l'allée. 2 hommes en bleu de travail transportaient le fauteuil en cuir préféré de mon père par la porte d'entrée. Et, ai-je crié en frappant contre la vitre. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? J'ai attrapé mon peignoir et j'ai couru en bas. J'ai failli trébucher 2 fois. Mes jambes étaient faibles. J'ai franchi la porte d'entrée, pieds nus sur le porche froid. Arrêtez, ai-je crié au déménageur. Posez ça. C'est le fauteuil de mon père. Les déménageurs se sont arrêtés et se sont regardés. L'un d'eux a haussé les épaules. On a un ordre de mission, madame, a dit le plus grand. Quel ordre de mission?
Qui vous a engagé? C'est nous. Je me suis retourné. Véronica et Will se tenaient près du garage. Véronica portait un survêtement et tenait un presse-papier. Will était appuyé contre une voiture de sport, buvant un café au lait. Véronica, ai-je dit, la voix tremblante. Qu'est-ce qui se passe? Warum déplacez-vous les affaires de papa? Véronica a levé les yeux de son presse-papier. Elle a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Oh, tu es réveillé. Bien. Tu devais déplacer ta voiture. Le camion a besoin de plus d'espace pour faire demi-tour. Ma voiture. Je l'ai dévisagée. Je rentre tout juste de l'hôpital. J'ai perdu le bébé, Véronica. Mon père vient de mourir. Qu'est-ce que vous faites? On vide la maison, a dit Will. Il a bu une goulée de son café. Elle est vendue. Vendue? J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Qu'est-ce que tu veux dire par vendu? Papa est mort depuis seulement 5 jours. Vous ne pouvez pas vendre la maison. C'est notre maison. C'était la maison de Thomas, m'a corrigé Véronica. Elle s'est approchée, ses talons claquant sur le sol. Elle a sorti un document plié de son sac à main. Et maintenant, elle est à moi, et j'en fais ce que je veux. Elle m'a tendu le papier. Je l'ai pris. Mes mains tremblaient tellement que le papier bruissait. C'était un testament. Dernière volonté et testament de Thomas Underwood. J'ai parcouru les pages, les yeux brouillés. J'ai vu du jargon juridique, des dates et des signatures. Puis j'ai vu le paragraphe qui importait, moi, Thomas Underwood, saint d'esprit, lègue par la présente l'intégralité de mes biens, y compris tous mes biens immobiliers, mes comptes bancaires et la Underwood Construction Company, à mon épouse bien-aimée, Véronica Underwood. À ma fille, Olivia, je ne laisse rien, car elle a choisi sa propre voie. C'est un mensonge, ai-je chuchoté. Je les ai regardés. C'est un mensonge. Papa n'écrirait jamais ça. Il m'a dit. Il m'a dit la semaine dernière encore que l'entreprise serait à moi. Il m'a montré les papiers l'année dernière. Véronica a ri. C'était un son sec et grinçant. Les gens changent d'avis, Olivia. Thomas a réalisé que tu n'étais pas faite pour les affaires. Tu es trop émotive. Regarde-toi. Une épave. Je viens de me faire opérer, ai-je hurlé. Des larmes chaudes et de colère m'ont piqué les yeux. Ce n'est pas réel. Cette signature. Elle a l'air tremblante. Il était malade, Olivia, a dit Will en s'avançant. Il me dominait. Il était grand, large d'épaules grâce aux heures passées à la salle de sport, et non grâce au travail acharné comme papa. Sa main n'était pas stable à la fin. Il a eu une crise cardiaque. J'ai dit qu'il n'était pas malade. Il allait très bien vendredi matin. J'ai pris le petit déjeuner avec lui. Le stress, a dit Véronica d'un ton dédaigneux. Il était soumis à beaucoup de stress. Surtout à cause de toi et de tes drames personnels. Elle a fait un signe de la main au déménageur. Continuez, les gars. On prend tout. Non. Je me suis jeté vers le fauteuil que les déménageurs tenaient. Vous ne pouvez pas prendre ça. Will s'est interposé. Il m'a attrapé le bras. Sa prise était serrée. Trop serrée. Ne fais pas de scène, Olivia, a-t-il sifflé. Tu t'affiches. Lâche-moi, ai-je dit. J'ai essayé de me dégager, mais j'étais faible. La douleur dans mon estomac s'est réveillée. Je me suis plié en deux. Tu devais partir, a dit Will. Il m'a poussé en arrière. J'ai trébuché et je me suis rattrapé à la rampe du Porsche. Je ne pars pas, ai-je dit en reprenant mon souffle. C'est ma maison. J'ai une chambre ici. Plus maintenant, a dit Véronica. Elle a coché une case sur son presse-papier. Nous changeons les serrures aujourd'hui. Tu peux prendre les babioles personnelles que tu as dans ta voiture, mais les meubles restent. Cela fait partie de la vente aux enchères de la esthète. Une vente aux enchères? Je l'ai dévisagé. Vous vendez tout. Ces outils, ces livres, les bijoux de maman. Ce sont des actifs, a dit Véronica. L'argent liquide est liquide. Les vieilles babioles ne le sont pas.
Les bijoux de ma mère, ai-je dit, la voix tombant dans un murmure. Papa les gardait pour moi dans le coffre-fort. Le collier de perles, la bague en saphir. Véronica a souri d'un air moqueur. Je n'ai vu aucune mention spécifique de bijoux dans le testament, Olivia. Tout m'appartient, et franchement, ces vieux trucs sont démodés depuis des décennies. Elle s'est retournée vers les déménageurs. Faites attention à l'horloge de grand-père. Elle vaut 3000 $. Je me tenais là, grelottant dans l'air frais du matin. Je saignais. J'étais en deuil et on m'effaçait. Je vais contester ça, ai-je dit. J'ai essayé de donner de l'assurance à ma voix, mais elle est sortie mince et faible. Je vais prendre un avocat. Je sais que papa n'a pas écrit ça. Will a ri. Il s'est approché de moi, assez près pour que je sente son parfum coûteux. Avec quel argent, Liv? Tu as ton salaire d'enseignante. Tu penses pouvoir affronter les avocats de la succession? Nous avons les papiers. Nous avons l'argent. Tu n'as rien. Il m'a poussé du doigt contre la poitrine. Rentre chez toi, Olivia. Retourne dans ton petit appartement et pleure sur ton bébé mort. Laisse les affaires aux adultes. La cruauté de ces mots m'a coupé le souffle. Il utilisait mon deuil comme une arme. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu la cupidité dans ses yeux. J'ai vu l'arrogance, et pour la première fois, j'ai vu autre chose. De la peur. Il poussait trop fort. Il était trop agressif. Si le testament était réel, pourquoi était-il si en colère? Pourquoi allait-il si vite? Papa n'était même pas encore froid dans sa tombe. Je ne signerai rien, ai-je dit calmement. Et je ne partirai pas tant que je n'aurai pas les perles de ma mère. Sors de cette propriété, a dit Will, le visage sombre. Ou j'appelle les flics et je te fais arrêter pour violation de propriété. Violation de propriété? C'est la maison de mon père. C'est la maison de Véronica, a craché Will. Maintenant, débarrasse le plancher. Je ne suis pas parti. Je me suis assise sur les marches du porche. J'ai enroulé mon peignoir autour de moi. Je reste ici. Ils m'ont ignoré pendant 1 heure. J'ai regardé la maison se faire dépouiller. J'ai vu mon enfance disparaître à l'arrière d'un camion. La lampe sous laquelle je lisais, la table de la salle à manger où nous prenions le repas de Thanksgiving. Puis Will est sorti de la maison. Il tenait une liasse de papier. Puisque tu es encore là, a-t-il dit en jetant les papiers sur mes genoux. Fais-toi utile. Signe ça. J'ai regardé. Renonciation à toute contestation. Accord de libération des lieux. Si tu signes ça, a dit Will, maman dit qu'elle te donnera 5000 $ par pure bonté d'âme pour t'aider avec tes frais médicaux. 5000 $? L'entreprise de mon père vaut des millions. Non, ai-je dit. Signe, a dit Will. Ne sois pas stupide, Olivia. Je ne signerai pas. C'est à ce moment-là que la dynamique a changé. C'est là que la violence verbale est devenue autre chose. Will m'a de nouveau attrapé par le bras, m'arrachant de la marche. Écoute-moi, sale gamine. Tu vas signer ça. On essaie d'être gentil. Gentil, ai-je hurlé. Vous volez tout. J'ai tiré mon bras en arrière. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé sur l'allée de gravier. Mes genoux ont éraflé les pierres. La douleur dans mon estomac était un couteau brûlant. Will me dominait. Pendant 1 seconde, j'ai cru qu'il allait me donner un coup de pied. On verra si tu es toujours aussi têtu, a-t-il dit. Tu as un rendez-vous de suivi avec ton médecin demain, n'est-ce pas? Le docteur Evans. J'ai levé les yeux, surprise. Comment sais-tu ça? Je sais tout, Olivia. Je connais ton emploi du temps. Je connais le solde de ton compte. Je sais que tu es fauché. Il a souri. On sera là. Apporte un stylo. Il s'est retourné et est rentré dans la maison. Je suis restée assise dans le gravier, de la terre et du sang sur les genoux. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais pas seulement affaire à une belle famille cupide. J'avais affaire à des prédateurs. Je suis monté dans ma voiture. Je suis parti. Je ne suis pas allé à mon appartement. Je suis allé dans un motel bon marché à la lisière de la ville.
Je ne voulais pas qu'il me trouve. J'avais besoin de réfléchir. Cette nuit-là, seul dans ma chambre de motel, j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. J'ai pleuré mon père. J'ai pleuré mon bébé. J'ai pleuré la vie que je pensais avoir. L'inquiétude a cessé le matin suivant, laissant place à une froide détermination. Ils voulaient une guerre. Ils allaient la voir. Mais j'avais commis une erreur. Je pensais pouvoir les combattre avec des mots. Je pensais pouvoir raisonner avec eux. Je ne savais pas jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je me suis rendu à mon rendez-vous médical le lendemain. J'avais besoin de cet examen. J'avais besoin de m'assurer que je guérissais physiquement. J'étais assise dans la salle d'attente, lisant un magazine sur la parentalité que j'aurais dû poser, quand la porte s'est ouverte. Will est entré. Il ne souriait plus. Il avait l'air furieux. Il a marché droit sur moi, et cela nous ramène au sol, au sang dans ma bouche, au moment où tout a basculé. La gifle a résonné. C'était un claquement sec, comme une branche morte qui se brise. Pendant une seconde, le monde entier s'est réduit à la brûlure cuisante sur ma joue gauche. Ma tête a tourné de côté. J'ai perdu l'équilibre sur la chaise glissante de la salle d'attente et j'ai glissé, heurtant l'allée durement. Mes hanches ont percuté le carrelage. J'ai senti le goût cuivré du sang. Ma lèvre s'était coupée contre mes dents. J'ai levé les yeux. Will me dominait. Son visage était rouge, les veines de son cou saillantes. Il ressemblait à un étranger. Ce n'était pas le demi-frère agaçant que j'ignorais lors des fêtes de famille. C'était un homme violent. Tu as intérêt à commencer à m'écouter, a-t-il hurlé. Je l'ai dévisagé, stupéfaite. Il venait de m'agresser en public, dans le cabinet d'un médecin. Tu penses pouvoir te cacher, a-t-il crié en pointant un doigt vers mon visage. Tu penses pouvoir nous esquiver. Signe ces foutus papiers, Olivia. Le choc a commencé à s'estomper, remplacé par une colère sourde et tremblante. J'ai essuyé ma bouche du revers de la main. Elle est ressortie rouge. Appelez la police, ai-je hurlé, ma voix sonnant rauque. Que quelqu'un appelle la police. La réceptionniste était déjà au téléphone, ses yeux écarquillés par la terreur. Monsieur, vous devez reculer. J'appelle le 911 tout de suite. Will a regardé autour de lui, semblant réaliser où il se trouvait pour la première fois. Il a vu la femme enceinte dans le coin serrant le bras de son mari. Il a vu la vieille dame le fixer, la bouche grande ouverte. Il a ricané en me regardant. Ce n'est pas fini. Il s'est retourné pour partir, mais un agent de sécurité du hall principal a bloqué la porte. Le garde était un homme grand, plus âgé, avec une moustache grise. Ne bouge pas, mon grand, a dit calmement le garde. Will a soufflé. C'est ma sœur. C'est un conflit familial. Elle est hystérique. Elle vient de faire une fausse couche. Elle n'est pas dans son état normal. Il m'a frappé, ai-je dit, luttant pour me mettre debout. Une infirmière a couru pour m'aider. Il m'a agressé. Will a croisé les bras. Je l'ai à peine touchée. Elle est tombée. Elle est faible. La police est arrivée 5 minutes plus tard. 2 agents ont pris les dépositions. Ils ont regardé ma lèvre gonflée. Ils ont vu la marque rouge de sa main fleurir sur ma joue. Ils ont mis les menottes à Will. Le voir se faire escorter hors du cabinet, les mains derrière le dos, m'a procuré une bouffée de satisfaction, mais elle a été de courte durée. J'ai fait ma déposition. Je leur ai parlé du testament, du harcèlement, des menaces. L'agent, un jeune homme nommé adjoint Miller, a hoché la tête avec sympathie. Nous allons l'inculper pour agression simple, a dit Miller. Il sera traité au poste en ville. Il est dangereux, ai-je dit. Il doit être maintenu en prison. C'est un délit mineur, madame. À moins qu'il n'ait des antécédents, il sera probablement libéré sous caution rapidement. Je retournai au motel pour me nettoyer. Mon visage était douloureux. Je me sais regarder dans le miroir. Ma lèvre était fendue. Ma joue était violette et bleue. J'avais l'air d'une victime. Je détestais ça. J'ai décidé que je ne pouvais pas rester au motel. Ce n'était pas sûr. Je devais rentrer chez moi ou non pas dans la maison de mon père, car elle n'était plus accessible,
mais dans mon appartement. J'avais besoin de mes affaires. J'avais besoin de me regrouper. J'ai conduit jusqu'à ma résidence. C'était un endroit agréable, un appartement au 2e étage avec un balcon. J'y vivais depuis 3 ans. J'ai monté les escaliers en cherchant mes clés. J'étais épuisé. Je voulais juste mettre de la glace sur mon visage et dormir. J'ai mis la clé dans la serrure. Elle ne tournait pas. J'ai froncé les sourcils. Je l'ai secouée. Rien. C'était comme si ce n'était pas la bonne clé. J'ai fait un pas en arrière et j'ai vérifié le numéro. C'était bien mon appartement. J'ai réessayé. Toujours rien. Puis j'ai vu la feuille de papier scotchée sur la porte, juste à hauteur des yeux. Avis d'expulsion. Je l'ai dévisagé. Non-paiement du loyer, violation du bail. Quoi, ai-je chuchoté. J'ai payé mon loyer. J'ai un prélèvement automatique. J'ai essayé la poignée de la porte. Verrouillée. J'ai entendu un bruit provenant du parking en dessous. Un coup de klaxon distinct et moqueur. J'ai regardé par-dessus la rampe. Véronica était assise dans sa Mercedes décapotable argentée. Elle portait des lunettes de soleil. Elle a fait un signe de la main. Je suis descendu en courant. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» ai-je hurlé. « Qu'est-ce que vous avez fait à mon appartement ?» Véronica a baissé ses lunettes de soleil. « Oh, bonjour Olivia. Journée difficile. Ton visage est affreux. Pourquoi mes serrures sont-elles changées ? Eh bien, a dit Véronica en examinant ses ongles, savais-tu que le propriétaire de l'immeuble est un très bon ami à moi ? Nous jouons au bridge ensemble. Je lui ai parlé de tes problèmes financiers et de ta consommation de drogue. De la drogue ? Je ne consomme pas de drogue. Point et des plaintes pour tapage nocturne, a-t-elle poursuivi calmement. Il a décidé qu'il était préférable de résilier ton bail immédiatement pour la sécurité des autres locataires. C'est illégal, ai-je crié. Vous ne pouvez pas m'expulser sans préavis. Il y a des lois. Poursuis-nous en justice, a-t-elle simplement répondu. Ajoute cela à la pile. Oh, au fait, où il est dehors. Il te passe le bonjour. Mon sang s'est glacé. Il est déjà dehors ? C'était un malentendu mineur. Nous avons payé la caution. Il est très en colère contre toi, Olivia. Porteur plainte contre la famille. C'est de mauvais goût. Où sont mes affaires, ai-je demandé. Mes vêtements, mes meubles ? Elle a pointé un d'un doigt manucuré vers l'arrière de la résidence, près des bennes à ordures. Nous t'avons aidé à faire tes cartons. Elle a remonté sa vitre et est partie. J'ai couru vers l'arrière du bâtiment. Là, dans l'herbe à côté de la benne à ordures, se trouvait ma vie. Mes vêtements étaient dans des sacs poubelles, certains déchirés, laissant s'échapper des chemises et des jeans sur le sol boueux. Mes livres étaient jetés en tas, les pages s'agitant au vent. Ma télévision était fissurée, face contre terre. Je suis tombé à genoux. J'ai commencé à fouiller frénétiquement dans le tas. Je me fichais de la télévision. Je me fichais des vêtements. La boîte, ai-je chuchoté. Où est la boîte ? Je cherchais une petite boîte à bijoux en bois. Elle avait appartenu à ma mère. Papa me l'avait donnée quand j'avais déménagé. Ce n'étaient pas les objets de valeur que Véronica avait enfermés dans le coffre-fort de la grande maison, mais elle contenait des souvenirs sentimentaux. Le médaillon de ma mère avec sa photo. Une paire de boucles d'oreilles en argent qu'elle portait tous les jours. Mon bracelet de naissance de l'hôpital. J'ai déchiré un sac poubelle noir. Des ustensiles de cuisine en sont sortis. J'en ai ouvert un autre, des serviettes. Puis je l'ai vue. Elle était couchée près du trottoir. Le bois était éclaté. Le couvercle avait été défoncé, probablement par un coup de botte. Je me suis traîné vers elle. J'ai ouvert le couvercle brisé, vide. J'ai regardé autour de moi dans l'herbe. J'ai vu quelque chose briller dans la boue. Des perles. Ils avaient pris le collier de fausses perles de ma mère, un collier qui valait peut-être 20 $, mais qui représentait tout pour moi. Et ils l'avaient brisé. Les perles blanches étaient éparpillées sur l'herbe sale et l'asphalte du parking. J'en ai ramassé une. Elle était boueuse. J'en ai ramassé une autre.
Ils ne s'étaient pas contentés de m'expulser. Ils ne s'étaient pas contentés de voler mon héritage. Ils essayaient de m'effacer. Ils voulaient détruire chaque souvenir, chaque confort, chaque refuge que j'avais. Ils voulaient me briser. Ils voulaient que je rampe vers eux et que je signe les papiers pour que tout s'arrête. Je suis restée assise dans la boue à tenir les perles brisées, les larmes coulant sur mon visage meurtri. Je me sentais petite. Je me sentais impuissante. Mais je me suis souvenue de papa. Je me suis souvenu de lui sur un chantier il y a des années. Un contremaître avait essayé de faire des économies en utilisant du béton bon marché. Papa l'avait licencié sur le champ. Olivia, m'avait-il dit, l'intégrité coûte cher, mais c'est la seule chose qui vaille la peine d'être payée. Et quand quelqu'un essaie de te tromper, tu ne recules pas. Tu t'accroches. J'ai regardé les perles dans ma main. Tu t'accroches. Je me suis levé. J'ai essuyé mon visage. J'ai mis les quelques perles que j'ai pu trouver dans ma poche. J'ai pris un seul sac de vêtements. J'ai laissé le reste. Je n'avais pas besoin de la télévision. Je n'avais pas besoin des meubles. J'avais besoin d'alliés. Je ne pouvais pas aller voir mes amis. C'étaient tous de jeunes professionnels qui ne sauraient pas comment gérer cela. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait papa. Quelqu'un qui connaissait l'entreprise. Quelqu'un qui savait où les secrets étaient cachés. Je suis monté dans ma voiture. J'ai entré l'adresse dans mon GPS. Margie. Marjorie. Margie Simpson. Elle avait été la comptable de papa pendant 40 ans. Elle avait pris sa retraite l'année dernière. Elle avait 73 ans, mesurait 1,50 m et était dure comme du cuir. C'était la seule personne que Véronica n'avait jamais réussi à charmer. Margie vivait dans un petit bungalow ordonné avec un jardin plein de nains. C'était une maison paisible, en totale contradiction avec le chaos de ma vie. J'ai frappé à la porte. Il était 20 h. La lumière du porche s'est allumée. La porte s'est entr'ouverte, tenue par une chaîne. Un œil bleu suspect a regardé dehors. Qui est-ce? Margie, c'est moi, Olivia. La porte s'est fermée brusquement, la chaîne a cliqueté, puis elle s'est grande ouverte. Margie se tenait là, dans une robe de chambre à fleurs, une tasse de thé à la main. Elle a regardé mon visage meurtri. Elle a regardé ma lèvre fendue, ses yeux se sont rétrécis. Elle n'a pas poussé un soupir de surprise. Elle n'a pas crié. Elle a juste fait un pas en arrière et a ouvert la porte plus grand. Rentre là-dedans, a-t-elle dit d'une voix grave. Et dis-moi lequel d'entre eux a fait ça. Je suis entré. La maison sentait la cannelle et le vieux papier. C'était chaleureux. Pour la première fois depuis des jours, mes épaules se sont relâchées. Je me suis assise à la table de sa cuisine pendant qu'elle me préparait une tasse de thé bien sucré et posait un sachet de petits pois surgelés sur ma joue. C'était Will, ai-je dit. Au cabinet du médecin. Ce garçon a toujours été un déchet, a marmonné Margie. Elle a posé une tasse sur la table avec force. Et Véronica est la benne à ordures dont il est sorti. Je lui ai tout raconté. Les funérailles, la fausse couche, le faux testament, l'expulsion, les perles. Margie a écouté sans m'interrompre. Elle était assise en face de moi, ses mains serrées autour de sa propre tasse. Ses articulations étaient arthritiques, mais son regard était vif. Quand je lui ai parlé du testament qui laissait tout à Véronica, elle a ricané. Des conneries, a-t-elle dit. De pures conneries. Ils ont un document, Margie. Il a l'air réel. Je m'en fiche si le pape l'a signé, a dit Margie. Thomas Underwood aurait préféré brûler son entreprise plutôt que de la laisser à cette femme. Il savait ce qu'elle était. Il l'a épousée, ai-je fait remarquer. Il se sentait seul, a dit Margie. Et elle est douée pour faire semblant. Mais l'année dernière, il a commencé à ouvrir les yeux. Il m'a appelé 2 semaines avant sa mort. Je me suis redressé. C'est vrai? Oui. Il m'a interrogé sur les comptes. Il a dit que de l'argent fuyait. Il ne comprenait pas d'où. Il m'a demandé si j'avais encore mes anciens codes d'accès administrateur pour le serveur. Et tu les avais? Margie a souri. C'était un petit sourire malicieux. Olivia,
J'ai conçu ce système de comptabilité en 1998. J'ai une porte dérobée que Dieu lui-même ne pourrait pas bloquer. Elle s'est levée. Viens dans le bureau. Nous sommes allés dans son petit bureau à domicile. Il était encombré de piles de papier. Chi s'est assise devant un ordinateur de bureau qui semblait avoir 10 ans. Elle a fait craquer ses articulations. Voyons ce qu'ils ont fabriqué. Elle a tapé furieusement sur le clavier. L'écran s'est rempli de feuilles de calcul et de chiffres. D'accord, a-t-elle marmonné. Je suis dans le serveur. Regardons les retraits. Nous avons passé les 4 heures suivantes les yeux rivés sur l'écran. Mon mal de tête s'est estompé, remplacé par l'adrénaline. Regarde ça, a dit Margie, pointant un doigt déformé vers une ligne budgétaire. Fournisseur VW Consulting. 5 000 $ par mois de frais d'honoraires. Qui est VW Consulting? J'ai vérifié le numéro d'identification fiscale, a dit Margie en ouvrant une autre fenêtre. C'est enregistré à une boîte postale dans le Nevada. Le propriétaire indiqué est William V. Pierce. Will, ai-je dit. Son deuxième prénom est Vincent. Il se verse des honoraires de consultant depuis 3 ans. Margie a dit, mais regarde ici. Il y a 6 mois, le montant est passé à 50 000 $, puis à 100 000 $ le mois dernier. C'est du détournement de fonds. C'est du vol, ai-je dit. C'est du vol, a corrigé Margie. Et Thomas l'a découvert. Regarde la date de ce projet de mail. Elle a ouvert un dossier intitulé Brouillon dans la messagerie de mon père. Destinataire, Gary Garrison, avocat. Objet, modifications urgentes. Date, 2 jours avant sa mort. Gary, je dois te voir lundi. J'ai trouvé quelque chose de pourri dans les comptes. J'écris un Nouveau Testament. Je les coupe de tout. Je pense que je suis en danger. En lisant ces mots, un frisson m'a parcouru l'échine. Je pense que je suis en danger. Il savait, ai-je chuchoté. Il savait qu'il volait, et il allait les déshériter. Et puis il a eu une crise cardiaque soudaine 2 jours plus tard. Le visage de Margie était grave. Tu penses qu'ils l'ont tué? Les mots semblaient lourds dans ma bouche. Un meurtre. C'était une chose d'être avide, c'en était une autre d'être un assassin. Je pense, a dit Margie, que 3 des époux de Véronica sont morts d'une insuffisance cardiaque. Thomas était le numéro 4. Je me suis senti mal. Nous devons aller à la police. Avec quoi, a demandé Margie. Un projet de mail, une feuille de calcul? Ils diront que c'est circonstanciel. Ils diront que tu es une fille mécontente. Nous avons besoin de preuves. De preuves concrètes. Où les trouver? Le coffre-fort? Margie a dit, Thomas avait un coffre-fort dans la maison. Pas le coffre mural de la chambre principale que Véronica utilise. Le vrai coffre-fort. Je ne savais pas qu'il avait un vrai coffre-fort. Il l'a installé il y a 5 ans derrière le chauffe-eau dans le sous-sol. Il m'a donné la combinaison au cas où il arriverait quelque chose. Il m'a dit, Margie, si je meurs subitement, tu vérifies la boîte. Nous devons retourner dans la maison, ai-je dit. Mais ils ont changé les serrures. J'ai pensé à la vieille maison victorienne. J'ai pensé aux étés que j'y avais passés adolescente, me faufilant dehors pour retrouver des amis. Je connais un moyen d'entrer, ai-je dit. Il y a un soupirail à charbon dans le sous-sol. Le loquet est cassé depuis 2005. Papa ne l'a jamais réparé parce qu'il pensait qu'il était trop petit pour que quelqu'un s'y glisse. Margie m'a regardé. Tu n'es plus une adolescente, Liv. Et tu viens de te faire opérer. Je vais y arriver. Je le dois. Nous avons mis au point un plan. Nous irions la nuit suivante. Margie conduirait la voiture pour la fuite. Je m'introduirais à l'intérieur. C'était fou. C'était dangereux. Mais en voyant les chiffres sur cet écran, en voyant comment ils avaient dépouillé mon père de son vivant, j'ai ressenti une froide détermination. Je ne me battais plus seulement pour de l'argent. Je me battais pour la justice. Je suis resté chez Margie cette nuit-là. J'ai dormi sur son canapé-lit. Je me sentais plus en sécurité que depuis des jours, mais j'y dormais quand même d'un œil. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par un bruit,
un grattement, comme du métal sur du verre. Je me suis assise, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. La maison était sombre. Gratte, gratte. Cela venait de la fenêtre du salon. J'ai glissé hors du canapé, mes pieds nus silencieux sur le tapis. Je me suis dirigé vers la fenêtre, en restant basse. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. Une ombre bougeait sur le porche, une grande silhouette sombre. Elle tenait quelque chose. Un sifflement de bombe, le bruit de la peinture en aérosol. Puis la silhouette s'est arrêtée. Elle s'est retournée et a regardé droit vers la fenêtre. Elle ne pouvait pas me voir dans le noir, mais j'ai senti son regard. Je me suis figé. La silhouette s'est retournée et a couru, disparaissant dans la nuit. Un moteur de voiture a rugi plus loin dans la rue et a démarré en trombe. J'ai allumé la lumière du porche et j'ai ouvert la porte d'entrée. Margie est sortie en trébuchant de sa chambre dans sa chemise de nuit, un lourd chandelier en laiton à la main. Quoi? Qui est-ce? Regarde. J'ai pointé le devant de sa maison. En travers du bardage blanc, écrit à la peinture aérosol rouge vif, se trouvaient les mots « Arrêtez de fouiller » ou « La prochaine fois, on entre ». Margie a fixé les mots. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas pleuré. Sa mâchoire s'est contractée. Eh bien, a-t-elle dit. Ça règle la question. Ça règle quoi, ai-je demandé, la voix tremblante. Margie, ils savent que je suis ici. Ils savent que nous cherchons. C'est dangereux. Je ne peux pas te mettre en danger. Margie m'a regardé. Elle a levé le chandelier. Olivia, j'ai 73 ans. J'ai survécu au cancer, à un divorce et à 40 saisons d'impôts. Un petit voyou avec une bombe de peinture ne me fait pas peur. Ça me met en colère. Elle m'a poussé doucement sur l'épaule. Ils ont peur. C'est ce que cela signifie. S'ils étaient en sécurité, ils nous ignoreraient. Ils paniquent. Ils ont menacé d'entrer la prochaine fois, ai-je dit. Qu'ils essaient, a dit Margie. J'ai un fusil de chasse sous mon lit, et je sais m'en servir. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Nous sommes restés dans la cuisine à boire du café, regardant le soleil se lever sur les lettres rouges sur le mur. À 8 heures du matin, la sonnette a retenti. J'ai sursauté. Margie a de nouveau attrapé le chandelier. Elle a regardé par le Judas. C'est lui. Will. Ouvre, ai-je dit. Elle a ouvert la porte pendant que Will se tenait là. Il portait un costume frais, soigné et impeccable. Il tenait un bouquet de fleurs. Il a regardé la peinture aérosol sur le mur avec une surprise feinte. Oh mon Dieu, Margie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Du vandalisme. Arrête tes conneries, Will, a dit Margie. Elle n'a pas reculé. Elle a bloqué l'entrée. Je suis venu voir Olivia, a dit Will, essayant de regarder par-dessus sa tête. J'ai entendu dire qu'elle logeait ici. Je voulais m'excuser pour le malentendu au cabinet du médecin. Maman et moi sommes inquiets pour sa santé mentale. Elle va bien, a dit Margie. Elle va mieux que bien. J'aimerais lui parler, a dit Will, faisant un pas en avant. Non, ai-je dit. Je suis sorti de derrière Margie. Les yeux de Will se sont posés sur moi. Il a souri. C'était un sourire de requin. Liv, regarde-toi. Tu as l'air fatigué. Rentre à la maison. On peut s'arranger. On peut discuter d'un accord financier. Il a insisté sur le mot accord tandis que ses yeux glissaient vers la peinture rouge. Je ne viens pas avec toi, ai-je dit. Et je ne signerai pas. Olivia, a dit Will, sa voix tombant dans un ton bas et menaçant. Tu rends les choses difficiles. Tu entraînes cette pauvre Margie dans ton pétrin. Tu ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose, n'est-ce pas? Les accidents arrivent. Les vieilles dames tombent dans les escaliers. Les maisons prennent feu. Margie a ri. C'était un grand rire sonore. Écoute-moi bien, toi dans ton costume bon marché, a dit Margie. Elle a avancé sur le porche et a poussé fermement Will à la poitrine avec son chandelier. Tu me menaces encore une fois, et je vais éplucher ta vie fiscale si durement que tes ancêtres le sentiront passer. Maintenant, fiche le camp de ma propriété avant que j'appelle les flics et que je leur montre ton œuvre d'art.
Elle a pointé la peinture rouge. Will l'a fixée avec colère. Son masque est tombé. Il avait l'air d'un enfant gâté. Vous faites une erreur, a-t-il dit. Toutes les deux. Il a jeté les fleurs par terre et est retourné à sa voiture d'un pas rageur. Je l'ai regardé partir. Mes mains tremblaient, mais plus de peur. De rage. Il est désespéré, a dit Margie. Il est venu vérifier si nous avions peur. Il voulait voir si sa menace avait fonctionné. Est-ce qu'elle a fonctionné, ai-je demandé. Non, a dit Margie. Cela a juste personnalisé que nous sommes sur la bonne voie. Elle m'a regardé. Ce soir, nous allons à la maison. S'il est inquiet à ce point, il y a quelque chose dans ce coffre-fort qui va l'enterrer. Ce soir, ai-je acquiescé. La peur était toujours là, logée dans mon estomac comme une pierre froide. Je savais que Will était capable de violence. Je l'avais senti sur mon visage. Je savais que Veronica était capable de cruauté. Mais je savais aussi que mon père avait soupçonné qu'on l'empoisonnait. Je savais qu'il avait essayé de prévenir Gary. Si je m'arrêtais maintenant, il gagnait. Si je m'arrêtais maintenant, la mort de mon père ne signifiait rien. La perte de mon bébé ne signifiait rien. Je suis allé au magasin de bricolage cet après-midi-là. J'ai acheté une lampe de poche, un pied de biche et une combinaison sombre. Ma guerre n'était plus silencieuse. Elle était bruyante. C'était de la peinture rouge sur une maison blanche. Et ce soir, ce serait une effraction. J'étais prête à reprendre ce qui m'appartenait. À 2 heures du matin, le monde était d'un noir d'encre. Nous avons garé la berline de Margie 2 rues plus loin de la maison de mon père. Le quartier était silencieux. Tu as 20 minutes, a chuchoté Margie. Elle a regardé sa montre. Si tu n'es pas revenu, j'enfonce la porte d'entrée avec la voiture. Je serai de retour, ai-je dit. Je me suis glissé hors du véhicule. Je portais une combinaison noire et des gants. Mon abdomen me lançait là où les poings cicatrisaient, une douleur sourde et constante, mais l'adrénaline anesthésiait le plus dur. Je me suis faufilé à travers la haie du voisin et j'ai pénétré dans l'arrière-cour. La maison se dressait au-dessus de moi, sombre et vide. Veronica et Will séjournaient dans un hôtel du centre-ville pendant qu'ils rénovaient. La maison semblait abandonnée. Elle ressemblait à un tombeau. Je suis allé vers le soupirail de la cave. Il était couvert de feuilles mortes. Je les ai dégagées et j'ai trouvé l'ancien passage à charbon. Il était petit, rouillé et sale. J'ai prié pour que le loquet soit toujours cassé. J'ai poussé. Il a grincé, le métal frottant sur le métal, puis a pivoté vers l'intérieur. J'ai pris une inspiration et je me suis glissé les pieds devant dans l'ouverture. C'était un passage étroit. Le béton brut m'a éraflé le dos. J'ai sifflé de douleur lorsque mon estomac a appuyé sur le rebord, mais j'ai poussé. Je suis tombé sur un tas de poussière de charbon dans le bac du sous-sol. J'étais à l'intérieur. J'ai allumé ma lampe de poche. Le faisceau a transpercé l'obscurité, éclairant le sous-sol poussiéreux. Ça sentait la terre humide et la sueur de mon père. J'ai bougé rapidement. Je suis passé devant les établis, devant les cartons empilés de décorations de Noël jusqu'au coin technique. Il était là, le vieux chauffe-eau. Papa avait dit à Margie, derrière le chauffe-eau. Brique lâche. Je me suis glissé derrière le réservoir. C'était chaud et exigu. J'ai passé mes mains gantées sur le mur de briques. Une brique semblait lâche. Je l'ai bougée. Elle a glissé. Derrière elle se trouvait un petit coffre-fort en métal gris encastré dans les fondations. J'ai sorti le morceau de papier que Margie m'avait donné. 4-15-88. Mon anniversaire. J'ai tourné le cadran. À droite vers le 4, à gauche vers le 15, à droite vers le 88. Clic. La poignée a tourné. La porte s'est ouverte. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai plongé la main à l'intérieur. Il y avait une épaisse enveloppe Kraft et un petit flacon de pilules oranges. Je les ai attrapés et je me suis assise sur le sol sale pour regarder. J'ai d'abord ouvert l'enveloppe. Dernière volonté et testament de Thomas Underwood. Daté de 3 jours avant sa mort. Notarié par une signature frénétique que je n'ai pas reconnue,
mais il y avait un seau. Je l'ai parcouru. Moi, Thomas Underwood, révoque par la présente tous les testaments antérieurs. Je lègue 100% de la Underwood Construction Company et de tous mes actifs à ma fille Olivia Underwood. Mon épouse Veronica ne doit rien recevoir. Des larmes ont rempli mes yeux. Il l'avait fait. Il avait essayé de me protéger. J'ai fouillé plus profondément dans l'enveloppe. Il y avait une lettre manuscrite sur du papier légal jaune. Libby, si tu lis ceci, j'ai fait une erreur. J'ai attendu trop longtemps. Je pense que Veronica m'empoisonne. Mon café a un goût amer chaque matin. Mon cœur s'emballe quand je reste assis. J'ai trouvé les virements que Will a fait. Il vide l'entreprise de son sang. Je vais voir Gary lundi. Si je n'y arrive pas, vérifie les pilules. Je t'aime, ma grande. Reste forte. Papa. J'ai posé une main sur ma bouche pour étouffer un sanglot. Il savait, il avait peur, il était seul, et il savait. J'ai pris le flacon de pilules. L'étiquette indiquait un médicament pour le cœur, de la digoxine, mais à l'intérieur, les pilules semblaient d'une nuance légèrement différente. Certaines semblaient crayeuses. J'ai tout mis dans ma poche zippée. J'avais les preuves. Je suis remonté sur le bac à charbon. Sortir était plus difficile que d'entrer. J'ai dû me hisser à la force des bras, m'écorchant à nouveau l'estomac. J'ai serré les dents contre la douleur. Pour papa, ai-je pensé, pour le bébé. Je me suis extirpé sur l'herbe, reprenant mon souffle. J'ai couru vers la voiture. Margie a déverrouillé la portière à mon approche. Tu l'as, a-t-elle demandé. J'ai brandi l'enveloppe. Je l'ai. Allons-y, a-t-elle dit. Elle a fait vrombir le moteur. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé la maison une dernière fois. Ce n'était plus un foyer. C'était une scène de crime. Le lendemain matin, nous sommes entrés dans le bureau de Gary Garrison, l'avocat de mon père. Gary était un homme grand, nerveux, qui semblait toujours s'attendre à une mauvaise nouvelle. Quand il a vu mon visage, encore tuméfié et enflé, il a grincé des dents. Olivia, a-t-il dit, j'ai entendu parler de l'altercation avec Will. Je suis tellement désolé. Oublie mon visage, Gary, ai-je dit. J'ai jeté l'enveloppe sur son bureau en acajou. Lis ça. Il a ouvert l'enveloppe. Il a lu le testament. Il a lu la lettre. Son visage est devenu pâle. Et a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Thomas m'a appelé, a chuchoté Gary. Il a laissé un message vocal dimanche soir. Il a dit qu'il devait mettre son dossier à jour. Je ne l'ai pas rappelé avant lundi matin. À ce moment-là, il était déjà parti. Ils l'ont tué, Gary, ai-je dit d'une voix ferme. Et nous allons le prouver. Gary a regardé le flacon de pilules. C'est grave. On est dans la catégorie des homicides passibles de la peine de mort. Nous avons besoin de la police. De la vraie police, pas des agents de patrouille. Il a passé un appel. 1 heure plus tard, la détective Riley est entrée. Riley était une femme d'une quarantaine d'années, avec des yeux fatigués et un costume ajusté. Elle n'avait pas l'air de tolérer les absurdités. Elle a écouté mon histoire. Elle a examiné le testament. Elle a lu la lettre. Quand elle a vu la lettre, son comportement a changé. Elle a arrêté de prendre des notes et m'a regardé intensément. Vous me dites que Veronica Underwood a déjà été mariée, a demandé Riley. 3 fois. Margie est intervenue depuis son coin, j'ai vérifié hier soir. Époux numéro 1, crise cardiaque. Époux numéro 2, accident vasculaire cérébral. Époux numéro 3, insuffisance cardiaque. Les yeux de Riley se sont rétrécis. Et maintenant, Thomas, crise cardiaque. Elle a ramassé le flacon de pilules avec une main gantée. J'apporte cela au laboratoire immédiatement. Si ces pilules ont été altérées, nous avons un motif d'exhumation. Exhumation, ai-je frissonné. La pensée qu'il déterre papa. Pour prouver l'empoisonnement, a dit gentiment Riley. C'est le seul moyen d'en être sûr. Nous avons attendu 3 jours pour les résultats du laboratoire. Ces 3 jours furent une agonie. Je suis resté chez Margie, dormant par tranches horaires.
Will a appelé mon téléphone 10 fois par jour. Je n'ai pas répondu. Le jeudi, Riley nous a rappelé au poste. Elle a posé un rapport sur la table. Digitaline, a-t-elle dit. Digital pour prêt. Cela simule une crise cardiaque si vous faites une surdose. Les pilules dans ce flacon, ce n'était pas son traitement pour le cœur. C'était de la digitaline écrasée et pressée sous des formes similaires, une dose mortelle. Elle l'a empoisonné, ai-je dit. La pièce semblait glaciale. Elle lui a donné du poison tous les matins avec son café. Nous avons également trouvé autre chose, a dit Riley en sortant un dossier. Nous avons obtenu un mandat pour les relevés téléphoniques de Veronica sur la base de la lettre. Elle vous suit à la trace, Olivia. Elle me suit? Elle a installé un logiciel espion sur votre téléphone il y a des mois, probablement lors de votre visite pour le dîner du dimanche. Elle connaît votre emplacement. Elle lit vos SMS. C'est comme ça que Will connaissait votre rendez-vous chez le médecin. C'est comme ça qu'il savait quand vous étiez aux pompes funèbres. Je me suis senti violé. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai éteint mon téléphone. Alors, arrêtez-les, a dit Margie en frappant du poing sur la table. Allez les chercher. Riley a secoué la tête. Nous devons les lier à l'acte. Nous savons que les pilules l'ont tué, mais nous devons prouver qu'ils les ont placés là. Nous avons besoin d'aveux ou de les amener à s'impliquer eux-mêmes. Elle m'a regardé. Olivia, es-tu prête à faire quelque chose de dangereux? Quoi, ai-je demandé. Nous avons besoin que tu portes un micro, a dit Riley. Nous avons besoin que tu les rencontres. Nous avons besoin que tu leur dises que tu es prête à signer les papiers. Nous avons besoin que tu joues la victime une dernière fois. J'ai touché ma joue meurtrie. J'ai pensé à papa buvant son café amer. Je vais le faire, ai-je dit. Le piège était prévu pour le vendredi après-midi, une semaine après les funérailles. J'ai rallumé mon téléphone. J'ai envoyé un SMS à Will, je n'en peux plus. Tu as gagné. Je suis fauché et fatigué. Je vais signer les papiers. Donne-moi juste l'argent. Il a répondu en 30 secondes, fille intelligente. Bureau de papa. 14 heures. Ne sois pas en retard. Je me suis rendu au poste de police à midi. Une policière m'a fixé un petit microphone sur la poitrine, juste sous l'armature de mon soutien-gorge. Le fil descendait le long de mon flanc jusqu'à un minuscule émetteur scotché au bas de mon dos. C'est sensible, m'a dit Riley. Tu n'as pas besoin de crier. Fais-les simplement parler. Fais-leur admettre que le testament est un faux. Fais-les mentionner les pilules si tu peux. Et s'ils me fouillent, ai-je demandé. S'ils te touchent, a dit Riley, nous intervenons. Nous serons dans la camionnette dehors. Nous aurons un visuel sur le bâtiment. Tu prononces la phrase clé si tu as des ennuis. Quelle est la phrase clé? J'aimerais que papa soit là. J'ai hoché la tête. J'aimerais que papa soit là. J'ai conduit jusqu'au siège de l'entreprise de construction. C'était un bâtiment en verre moderne dont mon père était si fier. Je me suis garé sur ma place habituelle. Je suis entré dans le hall. La réceptionniste, une fille douce nommée Sarah qui me connaissait depuis des années, m'a regardé avec pitié. Je suis tellement désolé pour ton père, Olivia, a-t-elle chuchoté. Merci, Sarah, ai-je dit. Ils sont en haut? Oui, dans la salle de conférence principale. J'ai pris l'ascenseur. Mes mains tremblaient. Je les ai mises dans mes poches pour le cacher. Je devais avoir l'air brisé. Je devais avoir l'air vaincu. J'ai marché le long du couloir. Les photos de papa sur le mur semblaient me regarder. L'intégrité coûte cher, avait-il dit. Aujourd'hui, j'en payais le prix. J'ai poussé les lourdes portes vitrées de la salle de conférence. Will était assis en bout de table, dans le fauteuil de papa. Il avait les pieds posés sur la surface en acajou. Veronica se tenait près de la fenêtre, regardant la silhouette de la ville. Eh bien, a dit Will d'un ton moqueur. Regarde qui sort enfin de son trou. Je suis là, ai-je dit, gardant la voix basse. J'ai affaissé mes épaules. Donnez-moi simplement les papiers. Assieds-toi, ma chérie, a dit Veronica. Elle ne s'est pas retournée. Nous avons beaucoup de choses à signer.
Je me suis assise. Sur la table se trouvait une pile de documents. Transfert d'actifs, renonciation aux droits, accord de non-divulgation. Cela dit que je ne peux pas parler de l'entreprise, ai-je dit en lisant l'accord. Standard, a dit Will. Nous ne voulons pas que tu dises du mal de la nouvelle direction. Nous vendons l'entreprise, Olivia. Liquidation. Nous avons un acheteur en Chine. Vous la vendez, ai-je demandé, laissant le choc transparaître dans ma voix. Mais papa a bâti cela. Les employés. Le fonds de pension. Les employés sont licenciés, a dit Will avec désinvolture. Le fonds de pension est. Disons qu'il fait partie du lot. Nous encaissons. Lundi, nous serons sur une plage à Majorque. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je dit. C'est du vol. C'est les affaires, a dit Will. Il a fait glisser un stylo sur la table. Signe. Et le testament, ai-je demandé. Celui que vous m'avez montré. C'était un faux, n'est-ce pas? Papa n'a pas signé ça. Will a ri. Il a regardé Véronica. Elle est encore là-dessus. Véronica s'est retournée. Son visage était froid. Est-ce que cela a de l'importance, Olivia? Thomas est mort. Le résultat est le même. Il vous soupçonnait, ai-je dit doucement. Il m'a dit qu'il pensait être empoisonné. La pièce est devenue d'un silence de mort. Will a retiré ses pieds de la table. Il s'est penché en avant. Qu'est-ce que tu as dit? Il m'a écrit une lettre, ai-je menti. Il a dit que le café avait un goût amer. Véronica s'est approchée de la table. Elle a posé ses mains sur le bois et s'est penchée tout près de mon visage. Tu blinques une imagination débordante, Olivia, tout comme ta mère. Et regarde comment elle a fini. Morte et oubliée. L'avez-vous tuée, ai-je demandé. Avez-vous échangé ces pilules? Véronica a souri. C'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Thomas était un vieil homme faible, a-t-elle chuchoté. Il avait survécu à son utilité, et il allait nous déshériter. Nous avons fait ce que nous devions faire, tout comme nous le faisons avec toi. Donc vous l'admettez, ai-je dit. Je n'admets rien, a dit Véronica en se redressant. Mais qui te croirait? La fille en deuil, hystérique, qui vient de perdre un bébé. Tu es pathétique. Signe les papiers, Olivia, a grogné Will. Ou peut-être que tu auras un autre accident comme chez le médecin. Peut-être que cette fois, tu ne te réveilleras pas. J'ai regardé le stylo. J'ai regardé Will. J'ai regardé Véronica. Je l'avais. J'avais la menace. J'avais l'aveu du mobile. Je me suis redressé. J'ai cessé de m'affaisser. J'ai regardé Will droit dans les yeux. Je ne signerai pas, ai-je dit. Ma voix était claire et forte. Quoi? Will s'est levé. J'ai dit que je ne signerai pas, et je ne suis pas seul. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti le flacon de pilules oranges. Je l'ai posé sur la table. J'ai trouvé le coffre-fort, Will. J'ai trouvé le vrai testament et j'ai trouvé la digitaline. Le visage de Will est devenu blanc. Véronica a eu un haut-le-cœur. Petite salope, a hurlé Will. Il s'est jeté de l'autre côté de la table. Il a attrapé ma gorge. Ses mains étaient immenses et chaudes. Il a serré. J'aimerais que papa soit là, ai-je hurlé en m'étouffant. Les portes vitrées ont explosé vers l'intérieur. Agents fédéraux, lâchez tout. Au sol. Des hommes en gilet pare-balles ont envahi la pièce. Des fusils étaient braqués. Will s'est figé. Ses mains étaient toujours autour de mon cou. Lâchez-la maintenant, a hurlé Riley, visant la tête de Will avec son arme. Will a lâché prise. Il a reculé en trébuchant, levant les mains en l'air. Elle m'a attaqué. Elle est folle. Je suis retombé sur la chaise, toussant, cherchant mon air. 2 agents ont plaqué Will au sol. Il a heurté durement le carrelage. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis. Véronica a essayé de s'enfuir. Elle s'est précipitée vers la porte latérale. Ne bougez pas, a crié Riley. Véronica s'est arrêtée. Elle s'est retournée,
le visage déformé par une haine pure. Je veux mon avocat. C'est un coup monté. Cette fille a placé des preuves. Riley s'est approché de Veronica et lui a passé les menottes au poignet. Veronica Underwood, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Thomas Underwood, association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. Un meurtre, a hurlé Veronica. Vous n'avez pas de preuves. Nous avons les pilules, a dit calmement Riley. Nous avons le faux testament. Nous avons l'enregistrement de vos propos admettant qu'il allait vous déshériter. Et nous avons l'ordre d'exhumation. Veronica s'est tue. La combativité l'a quittée. Elle s'est effondrée. Je me suis levé. Mon cou me faisait mal. Mon visage me faisait mal. Je me sentais plus légère que l'air. J'ai marché vers l'endroit où il était cloué au tapis. Il respirait lourdement, le visage écrasé contre le sol. Tu vas en prison, Will, ai-je dit. Pour très longtemps. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient humides. Liv, s'il te plaît. Je ne savais pas pour le poison. C'était elle. C'était entièrement son idée. Je voulais juste l'argent. Tu l'as regardé mourir, ai-je dit. Et tu m'as frappé alors que je saignais. Tu es un lâche. Ils les ont traînés dehors. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'on les poussait à l'arrière des voitures de police. Les gyrophares projetaient des éclats rouges et bleus contre les bâtiments gris de la ville. Les employés se rassemblaient dans le couloir, chuchotant, l'air effrayé. J'ai ouvert la porte de la salle de conférence. Tout va bien, leur ai-je dit. Ils sont partis. L'entreprise est hors de danger. Gary Garrison est arrivé en courant dans le couloir. Et a regardé vers moi, puis vers les chaises vides. On les a eus? On les a eus, ai-je dit. Je me suis effondré sur une chaise. L'adrénaline est retombée. J'ai commencé à trembler. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et j'ai pleuré. Pas de chagrin cette fois, mais de soulagement. Margie est entrée quelques minutes plus tard. Elle s'est approchée et a posé une main sur mon épaule. Tu as bien travaillé, petite, a-t-elle dit. Ton père serait fier. Il me manque, Margie, ai-je sangloté. Il me manque tellement. Je sais, a-t-elle dit. Tu as sauvé son héritage. Tu as tout sauvé. Le procès a duré un haut. Ce fut un cirque médiatique. Les médias ont adoré l'histoire de la veuve noire et du vilain demi-frère. J'ai témoigné. Je me suis assise à la barre et j'ai tout raconté aux jurés. J'ai regardé Veronica dans les yeux. Elle m'a fixé en retour, froide et impitoyable. Les preuves étaient accablantes. Les pilules correspondaient à la toxicité trouvée dans le corps de papa. L'expert en écriture a prouvé que le testament était un faux créé par Will. L'expert comptable judiciaire, Margie, a guidé le jury à travers chaque dollar volé. Le verdict est tombé en 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Veronica a été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Will a écopé de 25 ans pour complot, fraude et agression. Lorsque le marteau a frappé, je n'ai pas crié de joie. J'ai juste fermé les yeux et laissé échapper un soupir que j'avais l'impression de retenir depuis 12 mois. C'était fini. J'ai repris l'entreprise. Ce ne fut pas facile. Will avait fait beaucoup de dégâts. Mais avec Margie qui est sortie de sa retraite pour m'aider à gérer les comptes et Gary qui s'occupait de la partie juridique, nous avons reconstruit. Oui, avons réembauché les personnes que Will avait licenciées. Nous avons rétabli le fonds de pension. J'ai réemménagé dans la maison de papa. Je l'ai rénové. J'ai repeint les murs gris avec des couleurs chaudes. J'ai transformé le sous-sol, là où je m'étais glissé par le soupirail à charbon, en cave à vin, mais j'ai gardé le coffre-fort comme souvenir. Un après-midi, environ 2 ans plus tard, j'étais au supermarché. J'ai tendu la main vers une boîte de céréales et j'ai frôlé la main d'un homme. « Oh, excusez-moi » a-t-il dit. Il avait des yeux doux et un sourire bienveillant. Je l'ai reconnu. Dr. Brox. Il a eu l'air surpris. Olivia. C'était le médecin des urgences, celui qui m'avait soigné la nuit où j'avais perdu le bébé, celui qui s'était montré gentil quand ma famille m'avait abandonné.
Nathan, a-t-il dit. S'il te plaît, appelle-moi Nathan. Nous avons pris un café, puis dîné ensemble. Il était calme, posé et honnête. Il ne se souciait pas de mon argent ou de mon entreprise. Il se souciait de moi. Nous nous sommes mariés dans le jardin de la maison de papa. Margie était ma demoiselle d'honneur. Elle portait une robe rose vif et a fumé un cigare lors de la réception. Et puis le miracle s'est produit. J'avais 35 ans. Nous essayions depuis un moment. Quand j'ai vu les 2 lignes roses sur le test, j'ai éclaté en sanglots. J'étais terrifié. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, j'avais un partenaire. J'avais la paix. 9 mois plus tard, j'ai donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Nous l'avons nommé Thomas. Une semaine après la naissance, je me suis rendu au cimetière. C'était une journée d'automne fraîche. Les feuilles devenaient dorées et rouges. J'ai marché vers la tombe de papa. La pierre tombale était en granit simple. Thomas Underwood, père bien-aimé, bâtisseur. Je me tenais là, mon fils dans les bras. Il dormait, enveloppé dans une couverture bleue. « Salut, papa », ai-je chuchoté. Le vent faisait bruisser les arbres. Cela ressemblait à un soupir. « Je t'amène quelqu'un », ai-je dit. J'ai touché la joue du bébé. Voici Tommy. J'ai regardé la tombe. J'ai pensé à la guerre que j'avais menée. J'ai pensé au sang sur le sol, aux perles brisées, à la peur. Cela m'avait changé. Je n'étais plus la même fille qui s'était tenue là lors des funérailles, faible et victime. J'étais plus forte maintenant. J'étais une survivante. Je l'ai fait, papa, ai-je dit. J'ai sauvé l'entreprise. Je les ai envoyés derrière les barreaux, et je suis heureuse. J'ai déposé une seule rose blanche sur la pierre. Repose-toi maintenant, ai-je dit. Je prends le relais. Je me suis retourné et j'ai marché vers la voiture où Nathan m'attendait. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Ma guerre était finie.